Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister comporte les phases suivantes. Tout d'abord des prises de parole et deuxièmement des remises de décoration à M. Jean-Pierre Masson, ici présent. Prise de parole d'accueil de M. Vincent Jubert, premier vice-président du conseil départemental représentant le président Vassili. Mon général, Monsieur le responsable de l'ONAC, Madame la conseillère municipale, Monsieur le représentant national, Mesdames, Messieurs les autorités en vos fonctions et qualités, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs des familles, de celles de ceux que nous allons décorer aujourd'hui, et vous toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici, en ces murs, au nom de notre institution et de son président Sébastien Vassili. Vous êtes ici chez vous, pour cet après-midi, pour ce temps solennel au sein du musée départemental de la Résistance et de la Déportation. Et je suis d'autant plus heureux et fier de vous accueillir aujourd'hui en ces murs que nous allons vivre ensemble un moment important à travers la remise de médailles de la Résistance à titre posthume à Littmann Nadler, à René Durand, à René Guittard et Joseph Bernard. Vous l'aurez compris en pénétrant en ces murs, l'attachement de notre institution à notre République et ses valeurs est plein et entier. Ce lieu en est d'ailleurs un des témoignages les plus significatifs. Nous sommes humanistes, universalistes, nous voulons faire vivre la République et ses valeurs, principes et vertus sur l'ensemble de notre département. Car oui, notre institution, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, n'est pas qu'une simple administration. Il est une collectivité qui fonde ses politiques sur un socle de valeurs et principes partagés et légitimés par les citoyens qui guident la mise en œuvre de nos politiques. Et depuis plusieurs années, nous faisons un constat qui ne se dément malheureusement pas, bien au contraire. Un constat partagé par toutes celles et ceux qui se refusent à détourner le regard. Et nous sommes heureusement de plus en plus nombreux. Le constat d'une République fragilisée, testée, dénoncée, attaquée, et qui a parfois, nous le sentons toutes et tous, du mal à trouver la réplique. Alors le département, à travers ses politiques, et je vais laisser le temps à Marie de trouver une chaise,
Le département, à travers ses politiques, contribue à faire de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, une réalité dans le quotidien de tous les Haut-Garonnais. C'est pour cela que nous affirmons notre volonté d'émancipation de chacune et de chacun, par l'accès à l'éducation, à la culture, à la connaissance indispensable à la réalisation de soi-même. Et cet engagement est plus que jamais nécessaire, car nous le savons toutes et tous, les obscurantismes ont toujours surgi des périodes de troubles. Ils se nourrissent des fragmentations, des oppositions des sociétés, des exclusions, du désespoir, de l'ignorance, des peurs, de la colère, de la haine, du racisme qu'ils nourrissent eux-mêmes. Mais les obscurantistes se nourrissent aussi des oublis et des maux de celles et ceux qui profitent de ces temps troublés pour tenter de réécrire l'histoire. Alors, à l'heure où les témoins des grands conflits disparaissent, et où, bien souvent, les théâtres de guerre changent, les fondations des camps de l'horreur voient les herbes pousser et les paysages se transformer, alors il est l'heure d'une indispensable commémoration, étude, partage autour de toutes celles et ceux qui ont souffert, de toutes celles et ceux qui ont résisté pour que nous puissions vivre libres. Ce musée dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, il est le fruit d'une double volonté. Une volonté citoyenne tout d'abord, celle d'anciens résistants et déportés toulousains et haut-garonnais et leurs familles, qui, en 1974, ont ouvert un lieu pour exposer leurs objets, leurs souvenirs, en fondant un musée associatif. Et il est le fruit d'une volonté politique, celle du conseil départemental qui, en 1990, décida de créer un lieu dédié à l'histoire et à la mémoire de la résistance et de la déportation. Et ce musée, il a été inauguré le 19 août 1994 sur son site actuel, ici où nous nous trouvons, à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération. Et loin de s'affaiblir avec les années, notre volonté, la volonté de notre institution de faire vivre ce lieu, s'est au contraire renforcée. Nous avons fait évoluer ce musée, nous lui avons donné une nouvelle dimension, nous l'avons rénové pour lui donner une envergure nouvelle. Et aujourd'hui, nous permettons à de nombreux citoyens, jeunes et moins jeunes, de s'interroger en ces murs sur ce que dit l'histoire, sur ce qui la rend tangible et ce qui donne au passé un accès privilégié à nos âmes et à nos cœurs. Et ce musée, il est utile pour avoir une meilleure compréhension du passé. Et il est utile parce qu'il sensibilise le public aux formes contemporaines de l'antisémitisme, de la xénophobie et de la haine. Et il est utile enfin, car il permet de montrer, de faire comprendre comment ces phénomènes peuvent mener à un génocide. 80 années après que se soit déroulée la plus grande tragédie que l'humanité ait connue, illustrer, incarner, expliquer, analyser, démontrer, attester, sont des missions que nous cherchons ici à interpréter avec des outils en phase avec notre temps et avec les menaces qui nous guettent. Nos mots ne parlent parfois plus aux jeunes générations. Et il nous faut beaucoup d'illustrations, beaucoup de pédagogie pour rappeler ce qu'est la guerre, pour rappeler ce que sont ces horreurs et pour rappeler ce qu'est le prix du sang. Alors, j'en terminerai par là. À l'heure où le terrorisme islamiste frappe en France et dans le monde entier, soit aveuglément pour terroriser, soit précisément pour tuer des victimes parce qu'elles sont juives. À l'heure où des milices d'extrême droite veulent ressusciter les ligues fascistes et factieuses. À l'heure où les pensées du complot et de la haine, de la désignation des boucs émissaires occupent de nombreux espaces de la scène médiatique et politique, au moment où des femmes sont réprimées pour leur désir de liberté, à l'heure où la guerre s'installe en Europe, dans la durée, en ces temps d'inquiétude, de désarroi, il existe une voie universelle et d'avenir. Cette voie, c'est la République. Alors, accueillir pour nous cette cérémonie, pour notre institution, est un honneur, une responsabilité et une fierté. Des milliers de résistants ont engagé et sacrifié leur vie pour réaliser un rêve, pour réaliser une promesse qu'ils ont faite à leurs semblables, aux générations à venir. Cette promesse, c'est celle d'un monde délivré de la tyrannie, d'un monde délivré de la guerre. C'est aussi le rêve qu'ils avaient, dans lequel nous vivons, d'une société plus juste et plus fraternelle. Il est donc de notre responsabilité collective, à toutes et tous, institutions, citoyens, d'être à la hauteur de cette promesse écrite avec le sang des combattants, des résistants à la barbarie. Honorons leur combat. Présentation de la médaille de la résistance française
par le délégué de l'Association nationale des descendants des médaillés de la Résistance française, M. Jean-Pierre Mesure. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas reprendre l'ordre protocolaire, il a déjà été fait. L'histoire de cette médaille. L'épopée des 5000 premiers Français libres commence avec l'appel du 18 juin 40. Le général de Gaulle, en créant le 9 février 1943 la médaille de la Résistance française, deuxième distinction de la France libre après la Croix de Compagnon de Libération née le 16 novembre 1940, s'affirme par ce geste régalien en chef incontestable de la seule France, de la France éternelle, de la France libre. Ce n'est pas seulement la rareté de cette distinction avec ses 25 000 titulaires à titre posthume que nous évoquons, mais surtout les symboliques du rouge et du noir de son ruban, de celle de l'écarlate du sang versé et de l'ombre de la mort. Ces martyrs savaient déjà que la lueur de l'aube à Bir Hakeim préfigurait la fin de la clandestinité et la victoire suprême. Cette médaille illustre plus que tout autre la spécificité du combat clandestin de la résistance. Le 2 novembre 1945, le général de Gaulle décide d'instituer pour 4586 titulaires un grade supérieur se singularisant avec une rosette sur le ruban. Suspendu au ruban rayé de rouge et de noir, un bouclier rond en bronze porte gravée sur le recto, traversé par la croix de Lorraine, la date du 18 juin 40. Au verso est inscrite la devise « Patria non immemor », la patrie se souvient. Elle sera remise à 65 000 hommes, femmes, collectivités, autorités civiles et militaires. Le général Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, a pu qualifier cette médaille en disant « La mériter, c'est le prix de la souffrance, du déchirement, de l'angoisse de l'arrestation, des larmes, des chagrins, des deuils engendrés par les souliers de la gloire, selon les termes repris par Pierre Brossolette. 40% des titulaires le sont à titre posthume. Les médaillés représentés ici par leur famille, vous les verrez en citant les noms qui sont sur ces coussins, nous laissent le témoignage des tortures subies, des supplices lents, méthodiques, calculés, pour arracher des aveux dans la pire souffrance, déshumanisants, raffinés, exercés par des bourreaux expérimentés, sadiques, français collaborationnistes ou allemands. Le supplicié exsangue, dévitalisé, espère que la mort qui attend son heure lui apporte rapidement, pour ne pas parler, la délivrance espérée. Son souffle se meurt en s'acharnant à maintenir un embryon de vie. Pour Littmann Mader, c'est le peloton d'exécution que précède un cruel simulacre. Pour René Guittard, c'est l'exécution sommaire. Pour René Durand et Joseph Bernard, on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le lieu où tous deux reposent, si ce n'est pour le premier, peut-être à la prison Saint-Michel de Toulouse, et pour le second, quelque part, dans les immenses landes du camp de Sachsenhausen, non loin du crématoire. La devise Patria non immemor, où la patrie n'oublie pas, ne saurait reléguer les médaillés à la poussière de l'histoire, à la banalisation de leur distinction. Le président de la République a su affirmer à ceux qui pourraient oublier « Leur exemple nous honore, nous oblige, nous interdit le confort de la torpeur. Cette sentence Patria non immemor est un serment dont nous sommes les garants. » Le général de Gaulle a, dans l'article 1 de l'ordonnance numéro 42 du 9 février 1943, qualifié cette distinction destinée à reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France, dans l'Empire et à l'étranger, ont contribué à la résistance du peuple français contre l'ennemi et ses complices depuis le 18 juin 40. Les médaillés, hommes ou femmes, appartiennent à toutes les classes sociales, toutes les confessions, tous les métiers, sinon quelques-uns connus. Joséphine Baker, l'abbé Pierre, Louis Aragon, Marcel Bijard, mais aussi à Toulouse, Marcel Langer, Paul Paillol, Marie-Louise Murat, dite Sœur Mitraillette, Marie-Louise Dissard, dite Françoise, André Léocel, dite Duroc, Anne Guillem, Ariane Fix-McNutt, alias Régine, François Forin-Verdier, Lucienne Curvial, dite Marie-Paul, Robert Borios, Albert Lottmann, Vincent Auriol.
N'oublions pas les plus jeunes. Gérard Vassereau et Christiane Delvalez ont été décorés à l'âge de 13 ans. 18 collectivités sont médaillées, dont Marsoulas en Haute-Garonne, Cagnac, Ducos et Théroux dans le Lot. 15 collectivités civiles, dont l'hôpital de Cahors et celui de Saint-Céré dans le Lot. Les scouts de Belfort, l'abbaye de Timaduc, les sœurs d'Hildebronn. 18 unités militaires, dont 15 de la marine, 2 pour l'armée de terre, dont le 1er régiment d'infanterie à Sarrebourg et la 13e demi-brigade de Légion étrangère qui se trouve au Larzac, mais aussi la brigade de gendarmerie de la Chapelle-en-Vercors, le corps des sapeurs-pompiers de Belfort, le corps urbain des gardiens de la paix de Nice. Si la médaille de la Résistance a cessé d'être attribuée depuis le 31 mars 1947, la Commission nationale de la médaille de la Résistance peut être saisie pour une attribution à titre posthume concernant les morts, les personnes dont le décès pendant la guerre est en relation avec les faits de résistance. Elle n'est ni une médaille commémorative, ni un titre de combattant, mais la marque indélébile de ces rebelles qui ont dit non à un ordre établi, infligé par une dictature dans la honte de la défaite. Elle est pour nos familles l'héritage du sang versé. Élus de la Nation, vous devez leur attribuer des espaces publics. Anne Guilhem et Littmann d'Adler, qui sont enterrés à Toulouse, sont encore dans la clandestinité de la mémoire. Nul endroit ne porte leur nom. Président d'association, vous devez de les citer chaque fois devant un monument. Leur nom est là. L'Association nationale des descendants des médaillés de la Résistance française a succédé en 2018 à celle des médaillés et relève ainsi leur mémoire. Nous sommes là pour pérenniser la flamme de la liberté qui les a guidés. L'association remercie les acteurs permanents qui nous aident dans cette quête mémorielle. Le Souvenir français, la 30e section des anciens défenses françaises en Allemagne, l'administration des cimetières, qui n'oublie pas de Toulouse Métropole, les élus sans lesquels nos efforts auraient été vains, et les porte-drapeaux qui sont toujours présents et qui sont la vitrine de la mémoire. Merci. À la façon du Souvenir français, proclamons à haute voix, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. Bonjour, vous avez donné une petite pause, non, ça va? Bon. Alors, tout d'abord, vous donnez, mesdames et messieurs les représentants des conseils régionaux et départementaux, monsieur le maire de Toulouse, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur du service de l'ONAC-CBG, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les membres des familles et des récipiendaires, ainsi que les représentants des villes et des collectivités médaillées de la Résistance. Alors, moi, c'est en tant que membre de la Commission nationale de la Résistance, qui est la seule instance qui est habilitée à remettre cette décoration, que le général de division, le Christian Baptiste, qui a été cité de nombreuses fois, délégué national de l'Ordre de la Libération et président de la dite commission, m'a chargé de vous lire cette allocution. Extrait du discours à la BBC du chef de la France libre. Puisque ceux qui avaient le devoir de manier l'épée de la France l'ont laissé tomber, brisé, moi, j'ai ramassé le tronc du glaive. Si donc le 14 juillet 1940 est un jour de deuil pour la patrie, ce doit être en même temps une journée de sourde espérance. Oui, la victoire sera remportée. Ainsi s'exprimait le général de Gaulle à la radio de Londres le 13 juillet 1940, veille d'une fête nationale lugubre en France occupée. Cet appel faisant suite à celui du 18 juin. Il avait pour but d'inciter ses compatriotes à rejoindre les quelques Français qui spontanément avaient décidé de continuer le combat. C'est pourquoi le général instituera, durant la Seconde Guerre mondiale, moment le plus grave de l'histoire, selon ses mots, et deux seulement distinctions pour récompenser les tout premiers et inciter d'autres à se lever et à s'engager pour la libération de la patrie souillée. Ainsi, le 16 novembre 1940, il crée l'Ordre de la Libération et le 9 février 1943, la médaille de la Résistance française.
dont il confia les destinées à l'ordre de la Libération, ce qui existe encore aujourd'hui. Patria non immemor, la patrie n'oublie pas. C'est la promesse que fit le général de Gaulle à tous ceux qui eurent la lucidité et le courage de résister contre l'ennemi et ses complices. C'est la promesse que fit le général pour inciter à rejoindre le combat tous ceux qui ne supportaient pas l'oppression, mais craignaient l'oppresseur. C'est la promesse qu'il a inscrite sur le revers de la médaille de la Résistance, qu'il crée le 9 février 1943 pour récompenser les actes remarquables de ceux qui surent dire non à l'oppression sur le territoire national ou en rejoignant la France libre. En créant la médaille de la Résistance française après l'ordre de la Libération, le général de Gaulle réunissait la résistance intérieure et la résistance extérieure au sein de la France combattante. Donc pour ceux qui ont souvenir de l'histoire, la France combattante donc reprenait la résistance et l'ordre de la Libération. Il affirmait ainsi que le même élan et le même combat héroïque unissaient les Français de l'ombre et les Français de Londres. C'est pourquoi il donna mission à la chancellerie de l'ordre de la Libération d'être l'autorité morale et administrative de cette médaille de la Résistance. L'engagement des Français libres et des résistants de l'intérieur a été fait de déchirements, de sueur, d'angoisse, de larmes, de sang, de souffrance et bien sûr de chagrin. Et si le parcours de certains a émergé à la lumière, le plus grand nombre est entré dans l'histoire avec discrétion. Et gardons en mémoire que ceux qui n'ont pas survécu à cet âpre combat n'ont jamais su que leur sacrifice a permis à la France, notre mère patrie, de recouvrer son honneur et sa liberté. C'est pour cela qu'Elie Wiesel affirmait, je le cite, « Le bourreau tue 2 fois, la seconde fois par l'oubli ». C'est donc une exigence morale que de ne pas laisser tomber dans l'oubli ceux qui se sont levés et sacrifiés pour la liberté et l'honneur de la France. Alors soyons convaincus qu'une nation qui ne voudrait pas se souvenir serait un peuple non seulement ingrat, mais de plus en plus sans racines, donc sans sève et condamné à terme au dessèchement de son âme et à l'émiettement des citoyens de sa cité. Oui, ces cérémonies de remise de médailles de la Résistance à titre posthume sont l'occasion pour les familles de se rappeler qu'elles possèdent un héros dans leur patrimoine familial, de se resserrer autour de ce héros qui doit illuminer et inspirer toute sa descendance, héros dont elles peuvent être légitimement fières, la légitimité, fierté, devant d'ailleurs être aux antipodes d'un orgueil déplacé. Et oui, également, dans notre société émolliente, où l'on ne sait plus vraiment ce que c'est que de se battre pour être libre et de mourir pour ses idées, il est indispensable que la nation se nourrisse de l'engagement de concitoyens patriotes, comme ceux que nous allons aujourd'hui célébrer, et je cite avec déférence Joseph Bernard, René Durand, René Guittard et Littmann Nadler. Ces cérémonies sont autant d'occasions d'interpeller chacun d'entre nous sur nos responsabilités envers la cité, afin de développer sa propre réflexion sur les notions de patrie, de nation, de république, avec les droits, mais aussi, pour ne pas dire surtout, les devoirs inhérents à l'état de citoyen. En effet, face à la double menace d'un terrorisme en expansion et d'une désignation de puissance impérialiste, à faire primer le droit du plus fort sur le droit international, il s'agit d'armer le caractère des citoyens afin que l'esprit de défense devant habiter chacun d'entre nous soit plus que jamais le rempart principal de la nation, afin de protéger les valeurs qui font nos démocraties. Le général de Gaulle affirmait que le souvenir, ce n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, c'est aussi un ferment toujours présent dans les actions des vivants. Ainsi, en ce 7 juin 2024, cette cérémonie s'inscrit dans la volonté de la République de garder vivante la mémoire de Joseph Bernard, René Durand, René Guittard et Littmann Nadler, qui,
l'ayant entendu ou non, ont adhéré à l'esprit de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. En particulier, à l'extrait suivant que je cite, « Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'atteindra pas. » Rappelons succinctement, comme nous avons passé maintenant à la cérémonie de remise des médailles, je vais quand même vous rappeler rapidement, si vous voulez, l'engagement de Joseph Bernard, de René Durand, de René Guittard et de Lippmann Nadler. Joseph Bernard, il était né le 17 mars 1901 à Saint-Avold en Moselle. Il était électricien de profession. Joseph Bernard est arrêté par la Gestapo le 11 juin 1944 en représailles à l'attitude de son fils qui s'était soustrait à son incorporation dans la Wehrmacht. Joseph Bernard, parce qu'on est en Moselle là, Joseph Bernard est déporté à Neubrem puis à Orianabourg le 7 septembre 1944 où il disparaît. Le tribunal civil de Strasbourg l'a déclaré en septembre 1944. La mention « Mort pour la France » lui a été accordée le 5 mai 1949 et le titre de déporté résistant le 9 août 1955. La médaille de la résistance lui est décernée à titre posthume par décret du 22 mars 1960. Donc vous voyez, on ne va ne faire qu'entériner quelque chose qui existait déjà. René Durand. René Durand, il est né le 17 mai 1922, donc beaucoup plus jeune que Joseph Bernard, qui était né en 1901. Il est né à Cahors, dans le Lot, bien sûr, vous connaissez, auxiliaire au service électrique de la SNCF à la gare de Cahors, puis à Souillac. René Durand est réquisitionné en août 1943 au titre du STO. C'est alors qu'il rejoint le maquis AS puis FTP France dans la région de Pijac. Chef d'équipe en octobre 1943, il est promu chef de groupe en janvier 1944. Blessé le 10 avril 1944 lors de l'attaque contre les forces allemandes stationnées à Karjak, il est capturé puis emprisonné à Cahors. Il serait mort le 19 avril 1944 sans doute par suite des coups reçus. Homologué au grade de sergent le 19 octobre 1948, donc après la libération, le titre d'interné résistant lui est décerné en janvier 1953, puis celui de combattant volontaire de la résistance en avril 1953. La médaille de la résistance lui est attribuée à titre posthume par décret du 28 juillet 1955. René Guittard, né le 7 juin 1921 à Dégagnac dans le Lot. Il était ajusteur mécanicien à la régie autonome des pétroles à Saint-Marcel. René Guittard est incorporé au chantier de jeunesse de Saint-Gaudens le 15 août 1941 et il reste jusqu'au 30 août 1943. Afin d'échapper au STO, il rejoint la résistance en février 1944 et intègre le bataillon Clémenceau de l'armée secrète de Haute-Garonne. Il rejoint le maquis le 6 juin et est nommé sergent chef de groupe le même jour. Il participe au combat de Campbell-Sarbon le 19 juillet et rejoint le maquis de Bidon 5 après ces combats. C'est là qu'il est tué le 11 août 1944 alors qu'il ramenait du ravitaillement au maquis. La mention « Mort pour la France » lui est accordée le 19 juin 1947. Le décret de 15 mars 1961, publié au journal officiel du 21 mars 1961, lui attribue la médaille militaire. Cette concession vaut attribution de la croix de guerre avec palme de la médaille de la résistance française. Lippmann Nadler, issu d'une famille juive née le 29 juillet 1911 à Botoșani en Roumanie. Lippmann Nadler s'installe à Toulouse en 1935 pour étudier la médecine. En 1941, il est contraint d'abandonner ses études du fait de ses origines juives. Ayant côtoyé des universitaires engagés dans la résistance, comme Louis-Camille Soulat, Joseph Dupling, Louis Bugnard, tous médaillés de la résistance, et sous la houlette de ce dernier, c'est-à-dire de Louis Bugnard, il organise les soins dans la résistance, c'est-à-dire que sa culture de médecin fait qu'il s'occupait des soins des résistants. Il devient le docteur Madeleine.
et rejoint l'organisation de résistance mise en place par Silvio Trentin, libéré et fédéré. Sur dénonciation, il est arrêté le 24 juin 1944 par la Gestapo et déporté par le train fantôme en direction de l'Allemagne. L'action de la résistance contraint le train à faire demi-tour et à être immobilisé à Bordeaux. La réponse allemande ne se fait pas attendre et Lippmann Nadler fait partie des 10 otages choisis au hasard pour être exécutés le 1er août 1944 au camp de Souges. La mention « Mort pour la France » lui a été attribuée en 2018, le titre de combattant volontaire de la résistance en 2019 par décret présidentiel du 12 mars 2020, la médaille de la résistance française à titre posthume. Précisons que les médailles de la résistance décernées à titre posthume en 1955, 1960 et 1961 à Joseph Bernard, René Durand et René Guittard n'avaient jamais été remises à leurs ayants droit. Donc on fait ni plus ni moins aujourd'hui que de régulariser une situation. Mesdames et messieurs, en ce jour où Patria non immemore, vos aveux rejoignent la noble cohorte des médaillés de la résistance tombés pour redonner à la France sa liberté et son honneur. Il était animé par la flamme sacrée du patriotisme et ils ont fait passer la libération et l'honneur de leur France avant leur propre destin. Forts de leurs convictions et conscients du danger, ils ont eu le courage de se lever et font partie, selon les mots d'Hubert Germain, le dernier compagnon, de ceux pour qui, s'il s'agissait de faire le don de soi-même à la France, plutôt que de se courber en une indigne soumission. Du plus profond d'eux-mêmes, ils ressentirent que, quelle que soit la situation, il y a toujours un chemin vers la victoire si on en a la volonté. Et ils eurent la volonté d'espérer et d'entreprendre. Les compagnons de la libération, les médaillés de la résistance et tous ceux qui se levèrent furent donc les soldats de l'espérance. En ces moments où les cieux sont assombris et où d'aucuns de nos compatriotes se laissent submerger par le désarroi et le fatalisme, tous ceux qui résistèrent nous disent que sans espérance il n'y a pas d'avenir et que sans volonté il n'y a pas de chemin. Ils nous ont également montré que dans les heures graves d'une vie ou d'une nation, il vaut mieux toujours choisir son destin que de le subir. Mesdames et messieurs, sachant que la volonté d'une nation se nourrit de vie exemplaire, puisse l'engagement Joseph Bernard, René Durand, René Guittard et Lippmann Nadler, devant qui la République s'incline à ce jour, est source d'inspiration pour nous tous. Et le délégué général, le général Baptiste, mais je remercie M. Jean-Pierre Masson d'avoir bien voulu lire cette allocation et de procéder à cette remise de médaille de la résistance française. Voilà. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Vous levez devant. Je passe à la politique. Voilà, alors, oui, on va s'installer, on va voir, pas de souci. Ouvrez le banc. Merci. Alors, donc, nous allons procéder à la remise des médailles. Auf das Auge blicken, Moor und Heide und ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten
Durand, mit dem Spaten au nom ins de Moor. René Durand, je vous remets la médaille de la Résistance au nom du président de la République Morgens française. ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht Joseph der Bernard, Sinn. qui est représenté ici par M. Wir Jean-Pierre sind Mesure, die je lui remets au nom Moorsoldaten und du ziehen président mit de la dem République française Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten Fermez le banc. ins Moor. Décoré, rejoignez les rangs. Gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Repos. La cérémonie est maintenant terminée. Remerciements pour moi. Remerciements pour le drapeau. Pour les autres phrases. Il y en a qui m'affolent. Il y a un petit oubli dans la présentation. Ça va, il était bon.
mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Heimwärts, jeder sehnet nach den Eltern, Weib und Kind. Manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier gefangen sind. Wir sind die Moorsoldaten.